sans un plan global afin de redresser l'économie, on s'est mis, comme d'habitude, à compter sur la résilience des Israéliens, à compter sur leur joie de vivre, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, sur leur nécessité de retourner au travail. Et on laisse, pendant ce temps-là, la situation économique des infrastructures économiques de l'État se dégrader. Notre premier invité, Yael Ifrach. Yael, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin pour commenter un peu. Alors, on va pas commenter l'aspect politique de ces élections parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus. C'est plutôt, comme on dit en hébreu, le brouillard concernant le résultat de ces élections. Et on ne sait toujours pas quelle sera la coalition et qui sera justement à la tête du prochain gouvernement. Mais justement, je voudrais qu'on parle ensemble des conséquences justement du fait que depuis déjà plusieurs mois, on n'a pas véritablement de gouvernement qui fonctionne, on n'a pas de Knesset qui fonctionne. Je voudrais qu'on voit ensemble quelles sont les conséquences économiques et sociales sur l'ensemble du pays de cette situation. Alors prenons d'abord au niveau, on va dire, de l'économie générale du pays. On sait qu'il n'y a pas de budget déjà depuis plus d'un an en Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les conséquences du fait qu'il n'y ait pas de budget en Israël? Bah oui, Olivier. Donc, ce qui se passe, on l'a déjà rappelé bien des fois, mais il faut le rappeler une nouvelle fois, c'est que le dernier budget qui a été voté en Israël l'a été fin 2018. Donc, cela fait déjà plus de 2 ans. Ah oui, plus de 2 ans. Et que ce budget était un budget qui allait traiter les années donc 2018 et 2019 et qu'il était basé donc sur les données économiques d'il y a 3 ans, y compris au niveau de la population, sachant que la population d'Israël augmente de 2% tous les ans. Donc depuis, on a augmenté la population de 6%, mais la plupart des budgets sont toujours basés sur la population d'il y a 3 ans. Alors juste à ce sujet, Yael, juste expliquez-nous d'un point de vue pratique, parce que de toutes les manières, les ministères sont obligés de fonctionner avec un budget. Donc comment ça se passe? Il y a un budget, le budget de 2018 est aujourd'hui encore valable pour 2021? Exactement, c'est ce qu'on appelle le budget de continuation, le Taktiv Hemshechri en hébreu. Ça veut dire que les ministères, on alloue aux ministères chaque mois 1/12 du budget en principe de l'année précédente, puisqu'on n'a jamais eu ce cas qui a duré 3 ans, mais 1/12 du budget de l'année 2018. Et chaque mois, ils sont censés ne dépenser pas plus que cette enveloppe. Donc si des priorités importantes se présentent, on a eu le cas évidemment avec le Corona de dépenses exceptionnelles qui ont été approuvées donc par le contrôleur général de l'État, qui devient alors un petit peu l'espèce de grand trésorier de tout le pays. Il peut les approuver et surtout on a eu recours de façon complètement disproportionnée pendant toute la crise du Corona à ce qu'on a appelé des boîtes, vous vous souvenez Olivier, donc c'est-à-dire des espèces de budgets extraordinaires alloués par thème. Alors, par exemple, on a eu une boîte donc de Corona de 11 milliards de shekels qui a été allouée au ministère de l'Éducation, mais avec ce budget-là, il ne peut évidemment rien faire d'autre que mettre de l'alcogel dans les classes, faire des capsules, payer des assistants d'éducation pour permettre de dédoubler les classes, comme c'était le cas lors de la pandémie. Il ne peut en aucun cas décider qu'on va s'occuper de renforcer le niveau de lecture et d'écriture des enfants de Kita Aleph, dont cette année, je rappelle qu'on a reporté l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'année prochaine parce qu'ils n'ont pas suffisamment été à l'école. Il ne peut pas décider que le pays doit augmenter son niveau d'anglais ou de mathématiques ou encore rajouter des profs. Ce n'est pas possible. Ce sont uniquement des budgets extraordinaires qui sont dédiés au Corona. Et pour tout le reste, tous les ordres de priorité du logement, de l'économie, de la protection sociale, des allocations, etc., sont basés sur le budget de 2018. Donc c'est extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'il y a tous les grands projets de construction, projets d'infrastructure sont aujourd'hui bloqués ? Absolument, puisque un gouvernement de transition n'a pas le droit de prendre des décisions qui vont avoir des conséquences budgétaires sur le gouvernement suivant. Puisque le gouvernement de transition n'a qu'une légitimité qui est très inférieure, il est là uniquement parce qu'on est en train de faire des comment on dit ça, oh là là, je ne trouve plus, des négociations, pardon, pour mettre en place le nouveau gouvernement. Alors il ne peut pas prendre de décisions budgétaires importantes parce que ces décisions vont impacter le prochain gouvernement qui, lui, sera complètement légitime et on ne peut pas le charger du fardeau, entre guillemets, d'un gouvernement de transition. Donc, vous me direz qu'on a eu un gouvernement pendant 8 mois, c'est vrai, mais comme il n'y avait pas de budget,
ce gouvernement n'a quand même pas le droit de s'engager sur des dépenses importantes. Donc on a eu recours à toutes sortes d'artifices budgétaires pour transférer des budgets d'un poste à l'autre, d'un ministère à l'autre, toujours avec l'accord du contrôleur général de l'État. Et celui-ci, en fin de compte, en a eu plus que marre. Et donc Roni Risquiaou a démissionné avant la fin de sa mandature. L'année dernière, il a démissionné en fin d'année, au mois de novembre. Il a dit qu'il en avait assez, qu'il faut un budget pour l'État, qu'on ne peut pas gérer l'État comme ça. Et c'est donc un remplaçant, comme quasiment tous les postes au ministère des Finances. Ce sont des remplaçants, puisqu'on n'a pas non plus le droit de nommer des personnalités, enfin des nouveaux postes importants, sans l'accord de la Knesset, du gouvernement, et que le budget soit fixé. Alors, on se trouve quand même dans une situation compliquée au point de vue économique, avec un chômage assez important, un déficit budgétaire aussi qui n'a jamais été connu en Israël depuis la création de l'État. Comment va-t-on affronter ces nouvelles missions, ces nouvelles étapes sans budget ? Écoutez, je vais vous dire, Olivier, c'est comme d'habitude. Le fardeau de tout ce redressement économique, finalement, va peser sur les citoyens d'Israël eux-mêmes, sans qu'on leur facilite particulièrement la tâche. Alors oui, bien sûr, il y a des budgets d'aide qui ont été votés. Oui, il y a des indemnités chômage qui tombent jusqu'en juin 2021, qui seront probablement rallongées pour certaines catégories de population. Mais sans un plan global afin de redresser l'économie, on s'est mis, comme d'habitude, à compter sur la résilience des Israéliens, à compter sur leur joie de vivre, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, sur leur nécessité de retourner au travail. Et on laisse, pendant ce temps-là, la situation économique des infrastructures économiques de l'État se dégrader. Par exemple, on a mis en place pendant ces 8 mois de Corona, et cette année de Corona, mais enfin ces 8 mois pendant lesquels les gens ont touché vraiment des indemnités et des aides, aucun plan de formation professionnelle, alors qu'il y a des problèmes très graves de niveau du personnel et de productivité du travail. Donc, on ne sait pas très bien sur quoi on compte, mais ce que je peux vous dire, c'est que derrière les chiffres très brillants que l'on nous donne de rétractation du PIB qui aurait été que de 2,2%, je rappelle qu'en Israël, la croissance annuelle est généralement de 4 à 5%. Donc, ça veut dire, en fait, pas du tout qu'on a une baisse de 7%, c'est 2,2% par rapport à un niveau zéro, alors qu'on n'est jamais à un niveau zéro. Israël n'a connu qu'une année de non-croissance depuis sa création, qui était dans les années 80, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui rappelle, c'est que derrière tous ces chiffres-là se cachent, comme on l'a déjà dit, des centaines de milliers de foyers pour lesquels la situation économique va s'aggraver. Une augmentation des prix du logement, puisque l'État n'a plus de politique de logement, que les permis de construction n'ont pas été donnés depuis toutes ces années, qui pose des très très gros problèmes de pénurie de logements qui vont se poser dans les années à venir, et que effectivement le gouvernement laisse voie venir, comme on peut dire un petit peu comme ça, en attendant que les choses s'arrangent toutes seules. Ça risque de ne pas être le cas malgré tout. Alors, pour terminer, on a dit qu'on ne parlait pas politique, mais comment on va donner un petit commentaire politique, plutôt plus général, pas tellement sur les résultats, mais d'une façon générale. Vous avez été candidate, c'était pour les deuxièmes élections, je crois. Les premières, Olivier, les premières en 2019. En 2019, sur la liste de Moshe Kahlon, qui était un parti qui vraiment voulait s'occuper justement de tous ces problèmes économiques et sociaux. Est-ce que vous êtes un peu déçu aujourd'hui de voir que aucun parti n'a vraiment un programme économique ? C'est un des grands drames de l'État d'Israël. Il se trouve que même si les problématiques économiques qui sont très lourdes, puisque c'est un jeune État avec énormément de chantiers, avec le plus grand nombre d'enfants par femme de tout le monde développé, avec des challenges énormes au niveau de l'éducation. On attend finalement on ne sait pas très bien qui, que ça se fasse tout seul, et aucun parti ne met jamais en avant les propositions économiques, sauf si on se trouve dans une très grave crise, parce que véritablement il y avait un vrai programme économique, budgété, argumenté, etc. On se rend compte que la vie politique en Israël est tellement focalisée sur des problèmes personnels, sur des problèmes idéologiques, sur des problèmes de sécurité, que la population en oublie que ces politiques ont aussi pour mission de s'occuper de son bien-être social et économique. Et on attend sans cesse, comme je l'ai dit au début, de la population qu'elle se débrouille toute seule. On s'occupe de sa défense et puis on se bat avec des égos surdimensionnés. C'est vraiment le bal des égos au niveau du politique. Et on en oublie que l'économie, c'est la vie. Très bien, Yael Ifrach, merci beaucoup de ces explications. Je ne sais pas si pour des élections, les 5e élections qui visiblement s'annoncent dans les prochains mois, les partis politiques prendront en compte ce que vous avez annoncé, mais on peut l'espérer en tout cas. Merci Olivier. Merci Chag Sameach. Shabbat Shalom Chag Sameach. Merci beaucoup Yael.